Bonsoir à tous, bonsoir Vincent. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors ce soir le thème du NeuroLive c'est sur la bipolarité, donc les troubles bipolaires. Du coup on a la chance d'être avec Vincent qui, je pense que du coup on va te décerner un trophée pour Plus de NeuroLive plus de en NeuroLive. 6 mois. Exactement, exactement. Mais tant mieux, c'est bien, parce que du coup en plus on a des retours extrêmement positifs en disant que bon voilà les gens sont contents, ils disent que tu expliques super bien, que c'est extrêmement intéressant, donc c'est pour ça que en plus on continue avec toi. Merci encore d'être disponible, de te rendre disponible pour apporter un maximum d'informations donc sur les différents thèmes. Les gens se connectent, alors le temps qu'ils se connectent, comme d'habitude, on va revenir sur en gros le principe du NeuroLive, donc c'est un temps où on échange autour d'une thématique afin de pouvoir sensibiliser un maximum les personnes et aussi pour que les personnes puissent nous faire part donc de leur expérience. Parce que du coup ça peut être utile à certaines familles qui malheureusement ne peuvent pas forcément être amenées à consulter auprès d'un praticien. N'hésitez pas à partager, donc là je sais que c'est sur donc en gros le NeuroLive de ce soir c'est sur le trouble bipolaire, on l'a mis sur une page Facebook. N'hésitez pas vous également à partager un maximum afin que donc les personnes puissent avoir accès au contenu de ce live. C'est parti? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, on n'en a pas de plan, On donc va on faire improvise. le même plan que d'habitude. Ok. Allez. Alors les troubles bipolaires, on en parle beaucoup plus depuis quelques temps. On en parle parce qu'il y a des films qui sont sortis dessus, Happiness Therapy. On en parle parce qu'il y a l'héroïne de Homeland qui est bipolaire. On en parle parce que Britney Spears elle est bipolaire. On en parle parce qu'il y a plein d'artistes qui commencent à dire qu'ils sont bipolaires, qui sortent du placard. Souvent dans les médias on dit aussi qu'on commence à mettre des troubles bipolaires partout. Euh, Peut-être qu'il y en a certains qui ne sont pas bipolaires, mais les bipolaires reviennent de tellement loin qu'on ne va pas se plaindre qu'il y ait une médiatisation de cette pathologie qui a été longtemps mise de côté ou qui a été simplement, comme on va le voir ce soir, très mal diagnostiquée, avec toutes les conséquences que ça comporte. Le bipolaire, la bipolarité, pardon, ça s'appelait avant la psychose maniaco-dépressive. Et pourquoi on a changé de terme? Ça, c'était un grand débat avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Pourquoi on appelle ça maintenant les troubles bipolaires? Parce que psychose maniaco-dépressive, ok, il y a le côté maniaque, l'humeur qui monte, les côtés dépressifs, mais le mot psychose au début, ça sous-entendait qu'il y avait quand même une pathologie fondamentalement délirante, comme la schizophrénie, où on serait chroniquement délirant. Et puis on s'est rendu compte que non, il y avait peut-être parfois des éléments délirants dans les phases de manie, mais la personne, elle avait un trouble de l'humeur. Elle n'était pas délirante. Donc on a retiré le mot psychose et on est rentré dans la notion de trouble bipolaire. C'est un trouble de l'humeur dans lequel parfois il y a des éléments délirants, mais ce n'est pas une personne qui est fondamentalement délirante comme peut l'être un patient psychotique ou schizophrène. Et ça, c'était vachement bien parce que ça a changé aussi la façon de concevoir les médicaments. Donc psychomaniaco-dépressif, on n'en parle plus. On n'en parle plus, terminé, ça fait au moins 30 ans qu'on n'en parle plus, si ce n'est 40. Il faut vraiment maintenant rentrer dans la notion trouble bipolaire, et si on tombe sur un médecin ou un psychiatre qui parle de psychose maniaco-dépressive, c'est qu'il y a vraiment un problème et qu'il vaut mieux ne pas rester dans son cabinet parce que c'est-à-dire qu'il a quand même raté un paquet de choses au niveau de l'évolution de la pathologie. On parle un peu de ce que c'est? Oui. Le trouble bipolaire, c'est connu depuis les Grecs. Le trouble bipolaire, dans sa version la plus classique, c'est quelqu'un qui fait une immense dépression, super grosse dépression, il peut plus se lever, il peut plus se laver, il est prostré, il y a des crises de larmes, il n'arrive plus à penser, il n'arrive plus à bouger. Et puis juste après, il va y avoir une énorme phase de manie où il est super excité, il a plein d'énergie, il dort plus, il parle super vite, il fait des blagues. Parfois, il y a des éléments délirants où il peut discuter avec Dieu, les extraterrestres. Mais en gros, le cerveau, il passe en surchauffe. Comme si tu avais pris de la cocaïne ou trop de café. Le cerveau, il tourne. Et après, les neurones s'abîment et on redescend direct à nouveau en dépression. Et on a ce cycle permanent, dépression, manie, dépression, manie. Ça, c'est le trouble bipolaire le plus connu, celui dont on parle tout le temps à l'université et à la télé. Et c'est pas le plus fréquent. D'accord. Donc si, que ce soit les gens qui nous écoutent, toi en tant que psy ou les psychiatres, on est dans une idée que ça, c'est l'alpha et l'oméga d'un trouble bipolaire, on va rater l'essentiel des troubles bipolaires qui sont pas du tout ça. Du coup, j'ai des magnifiques dessins. J'avais des très mauvaises notes en dessin, tu sais, quand j'étais au collège. Alors, Je t'ai bien rattrapé. t'as vu, je fais bien. Hein. Ouais. Alors, ça c'est le trouble bipolaire de type 1, dont je parlais à l'instant, dans lequel on a donc l'humeur à zéro, c'est l'humeur normale. Ça, c'est les gens qui n'ont pas de trouble de l'humeur, ni dépression, ni rien, l'humeur elle est à zéro. Il va y avoir une immense dépression. Les pointillés, c'est le niveau le plus bas où on peut aller. Là, on est vraiment
on va être hospitalisé, parce que là, on est vraiment super déprimé, on peut se suicider. Les pointillés en haut, c'est le niveau maximum où on peut rentrer dans l'euphorie, l'hyperactivité, l'insomnie et le délire. Donc le trouble bipolaire de type 1, il a des super méga dépressions de plusieurs semaines ou plusieurs mois, et après il va avoir cette phase de manie, euphorie, hyperactivité, dépense d'argent qui est tellement puissante qu'il sera nécessairement hospitalisé. Donc c'est tellement radical que ce serait un peu quand même extraordinaire de passer à côté. Donc ça, les troubles bipolaires de type 1, c'est rare qu'on les rate. C'est quoi? C'est les conséquences de ces actes qui vont amener à ce qu'il soit hospitalisé? Non, c'est qu'en fait, il n'y a plus de hop là recul. là. Il n'y a plus du tout de prise Ok, de recul. d'accord. C'est que la personne peut descendre 15 000 euros en une journée, elle peut se promener à poil dans la rue, elle peut picoler l'alcool. Et en fait, ça devient tellement grave au niveau des symptômes qu'il faut l'hospitaliser pour assurer sa sécurité. Ok. Ça, c'est le trouble bipolaire de type 1, c'est le plus caricatural et c'est pas le plus fréquent. Et c'est celui-ci qui a un peu, entre guillemets, provoqué la confusion depuis pas mal d'années maintenant dans la tête des thérapeutes et des médecins. Dans celui-là, on est d'accord que du coup, en fait, il n'y a même pas de comportement entre guillemets normal. Si tu peux avoir un tout petit ici, ouais, c'est qu'en fait, les patients, ils enchaînent. Soit ils enchaînent en quelques jours, ok. donc ici ça dure plusieurs mois, ici ça dure plusieurs semaines ou quelques mois, et là ça peut durer un jour comme ça peut durer un an. Donc tu as les gens qui enchaînent direct et les gens qui ont des pauses entre les deux. Ok. Après, on a le trouble bipolaire de type 2, qui est dans toutes les classifications, et on va en reparler après. Il pose vraiment problème, le trouble bipolaire de type 2. Ce sont des dépressions gravissimes, qui sont à 2 doigts de l'hospitalisation. Après, ce sont des dépressions parfois qui descendent un peu moins bas. On est en arrêt maladie, on ne va pas forcément à l'hôpital. Et on a des petites phases de manie. Ce ne sont pas des manies qui vont assez hautes pour entraîner l'hospitalisation, elles sont entre les deux. C'est qu'on est hyperactif mais pas ultra hyperactif. On est insomniaque mais pas complètement insomniaque. On dépense de l'argent mais pas non plus des masses. Ça tranche clairement avec l'humeur normale. Mais c'est pas non plus de la manie, c'est entre les deux. Et ça, on appelle ça des hypomanies. Hypo, ça veut dire en dessous. C'est en dessous de la manie. C'est donc pas aussi puissant qu'une manie. Mais néanmoins, c'est là. Ça tranche avec l'humeur normale. Et ça, ce qui pose problème, c'est que dans la majorité des cas, quand les patients viennent chez un psychiatre ou un médecin généraliste ou un psychologue, ils vont se plaindre de leur dépression. Eux, ça, ils ne parlent pas du principe que c'est pathologique. Et le médecin, généralement, il ne pose pas de questions sur ça. Donc le trouble bipolaire de type 2, majoritairement, on va le mettre sous antidépresseur en pensant que c'est un patient dépressif classique. Et ceux-là, on les rate dans la majorité des cas. Alors, du coup, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait absolument, comment dire, en alterne entre dépression et puis état d'hypomanie? Pas forcément. Là, tu peux faire 2-3 dépressions et une hypomanie, tu peux faire 3-4 hypomanies, une dépression, mais en tout cas, en fait, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait les deux pôles. Après, la répartition sur 1 an ou sur 10 ans, c'est pas très important. Après, on a le trouble bipolaire de type 3, qui lui aussi est dans les classifications et qui est à nouveau très très mal investigué par... tu as vu, on fait ça avec des bouts de ficelle. C'est pas mal. Pourtant, on a les moyens, hein. Mais bon, pareil, est très très mal investigué. Donc on a des grosses dépressions, comme le trouble bipolaire de type 1 et le trouble bipolaire de type 2, qui peuvent aller jusqu'à une hospitalisation ou des arrêts maladie de longue date. On peut avoir un trou entre les deux de plusieurs mois ou plusieurs années. Et on a à nouveau, comme dans le trouble bipolaire de type 2, cette hypomanie qui n'est pas suffisante pour aller à l'hôpital, mais qui n'est pas non plus l'humeur normale. Pourquoi j'ai mis une flèche avec une croix? Parce que celle-là, elle ne vient pas spontanément. Le cerveau ne provoque pas cette hypomanie spontanément. Elle est provoquée par une prise d'antidépresseur, ou par une prise d'alcool, ou par une prise de drogue. Donc elle est pharmacologique comme on dit. Elle est due à une substance qui rentre dans le cerveau et qui va provoquer. Toi demain tu prends un antidépresseur, il ne va rien t'arriver. Tu bois de l'alcool, tu es un peu guilleret, c'est tout. C'est que là les gens ils flambent. Et ça, le problème, c'est que la personne qui vient pour dépression, à nouveau, le médecin, il n'a pas investigué les hypomanies. Il met un antidépresseur. Une semaine après, le patient, il sort complètement de dépression. Il est transformé. On dit, ah c'est super, le traitement, il a super bien marché. Et après, il va redescendre. Donc là, on a une hypomanie provoquée par alcool, drogue, médicaments, et qui va être démultipliée par le fait qu'on va donner des antidépresseurs à ces patients. Alors du coup, donc c'est ce type-là dont tu parlais déjà dans un autre neurolive, où tu disais qu'avec la prise éventuellement d'un médicament type antidépresseur, on pouvait retrouver donc, cet effet-là, et que ça, du coup, c'était un des signes comme quoi donc, il y a trouble bipolaire. Bien sûr. Après, le trouble bipolaire de type 2, tu lui donnes un antidépresseur, il flambe aussi, hein, le trouble bipolaire de type 1. De toute façon, le trouble bipolaire de manière générale, il ne faut pas mettre des antidépresseurs si on n'a pas mis des thymorégulateurs à côté. Mais là, tu le fais flamber de manière artificielle. D'accord. Ça, il y a beaucoup de gens comme ça
qu'on croise, on a des amis comme ça qui deviennent fous furieux en soirée quand ils boivent de l'alcool. Ils n'ont pas l'alcool guilleret, ils ont l'alcool violent, ou alors ils dépassent les bornes. Moi je me rappelle d'un patient comme ça qui est monté sur la voiture de la police, qui a fait pipi dessus, enfin qui a invité des gens chez lui, qui a dépensé genre 1000 ou 1500 euros la même soirée, sous l'effet de l'alcool. Ça c'est typiquement type bipolaire de type 3. Les gens vont trouver ça un peu atypique, oui, mais c'est la signature de la pathologie. Mais ça, c'est révélateur en fait. Et pourtant il fait des des troubles dépressions. bipolaires. Et pendant des années, il a été soigné pour dépression et personne ne s'est jamais demandé pourquoi il était monté sur la voiture des policiers pour faire pipi sur le capot. On a le trouble bipolaire de type 4. Le trouble bipolaire de type 4, ce sont des gens qui vont être en hypomanie jusqu'à l'âge de 30, 35, 40 ans. Et qui sont charismatiques, leaders, petits dormeurs, hyperactifs, impatients. Voilà, c'est vraiment des leaders nés. Ils montent des entreprises et compagnie. Et ils vont s'effondrer subitement entre 35 et 45 ans dans leur première vraie dépression. Une dépression qui va être majoritairement irritable. C'est-à-dire que cette dépression, elle pose problème parce qu'elle n'est pas que dépressive. C'est une dépression où ils sont en même temps agités, comme un lion en cage et ils ne tiennent pas en place. Et généralement, ils vont rajouter de l'alcool ou de la cocaïne par-dessus. Et ça tranche tellement avec ce qu'ils étaient avant que forcément, on ne les reconnaît plus. Comme si Superman s'était effondré. Si on met un antidépresseur, il flambe encore plus, en agitation, en impulsivité. Mais sans élément déclencheur. Alors, il peut y avoir un élément déclencheur qui est qu'il y a une rupture affective ou une trahison professionnelle ou la mise à la retraite pour des gens un peu plus. Mais généralement, c'est simplement que pendant une trentaine d'années, le cerveau a cramé toutes ses réserves d'énergie. Okay. Et il tombe naturellement, comme si tu avais dépensé tout ton argent les 5 du mois. Et après, tu t'effondres. Ça, c'est les bipolaires de type 4 qu'on appelle aussi les hyperthymiques. On a tendance à souvent les rater. Et c'est des profils, c'est tous les profils très charismatiques qu'on trouve dans la publicité, les cabinets d'avocats et compagnie, qui sont des gens qui sont petits dormeurs et qui vont s'effondrer et remplir les cabinets de psy à partir de 40 ans. Le trouble bipolaire de type 5, qu'on appelle aussi le trouble cyclotimique, est lui aussi, pour l'instant, ils sont tous dans les classifications, sauf le 4 qu'on vient de voir. Mais le 1, le 2, le 3 et celui-là sont dans les classifications, donc on n'est pas censé les rater. Le trouble cyclotimique, en fait, il est super instable. Ça, c'est ce qui peut arriver sur une semaine, ou sur un mois, ou sur une journée. Alors que les autres, on est plutôt sur qu'est-ce qui se passe sur plusieurs mois, voire un an. C'est-à-dire que tu peux très bien te lever le lundi matin, avoir une légère hypomanie qui va durer 3 heures, faire une dépression de 3 jours qui est super violente, avoir une hypomanie d'1 heure, redescendre pendant 4 heures, et en fait, c'est complètement instable. Comme on descend jamais, ça n'empêche pas de faire des vraies belles dépressions, hein, mais comme ces gens-là ont des petites dépressions et des mini-hypomanies, en fait, comme ils n'ont pas de dépression, à nouveau ça peut arriver, comme ils n'ont pas de dépression de plusieurs mois d'affilée, officiellement, c'est ni de la dépression ni du trouble bipolaire. Et comme leurs hypomanies sont hyper courtes et montent pas très haut, on les investigue pas. Donc on estime que ce n'est pas des bipolaires. On les met sans antidépresseurs, on augmente le risque suicidaire. Et ceux-là, les cyclotimiques, sont super mal lotis. Parce que ce sont les plus répandus, c'est 5 à 6% de la population générale. Population générale, hein, pas population psychiatrique. C'est 5 à 6% des gens que tu croises dans la rue. Ils s'aggravent salement sous antidépresseurs et ce sont les plus mal diagnostiqués parce qu'entre les dépressions et les hypomanies, les médecins ne se rendent pas compte. Ils ne font pas attention. Et ceux-là, on a généralement la plus grosse confusion avec les patients borderline parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Ouais, on continue ? Allez. Et après, on a ce qu'on appelle les états mixtes. Alors, les états mixtes, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui va faire des dépressions, des hypomanies, mais qui va avoir ce qu'on appelle un état mixte. Il va avoir au même moment la dépression et l'agitation. Et ça, c'est un vrai cocktail Molotov. Donc, le bipolaire peut avoir des états de dépression et d'hypomanie séparés, mais il peut aussi les superposer. Il y a des patients qui vont avoir ça plusieurs fois dans l'année, mais il y a des patients qui sont tout le temps comme ça. Toute leur vie, pendant des années et des années. Donc ils sont super irritables, impulsifs, conflictuels, ils s'automutilent. Et généralement, on va les prendre pour des borderline. Mais là, forcément, alors ça peut être dû naturellement par la pathologie. Ça peut être dû par la prise d'alcool, par un antidépresseur. Et le mixte est absolument ultra suicidaire. Ça, c'est les états mixtes. Le problème de l'état mixte, c'est que... j'ai quoi après ? J'ai plus rien. Le problème de l'état mixte, c'est une notion qui est super importante pour les gens qui nous regardent. Je parle trop, non, ça va ? Non, c'est parfait. L'état mixte, il est super important pour les gens qui nous regardent et il est super important pour les thérapeutes et les médecins qui nous regardent. Cette superposition de dépression et d'hypomanie, c'est pas uniquement l'humeur. C'est que si on veut vraiment investiguer l'humeur chez un patient, on a 3 composantes. On a le moral, est-ce qu'il est triste ou pas ? On a le cerveau, est-ce qu'il y a des pensées normales
un appauvrissement de la pensée, c'est que le cerveau s'éteint, ça c'est la dépression, ou une super excitation de la pensée, ça c'est la manie et l'hypomanie. Et le troisième, c'est l'énergie dans le corps, les batteries. Quand tu n'as plus du tout de batterie, plus d'énergie, tu es en dépression. Quand tu as une explosion de l'énergie, tu es en hypomanie ou en manie. Là, l'état mixte, c'est quoi? C'est qu'il faut investiguer les trois chez ton patient. Le patient qui est dépressif, il n'a pas d'énergie, il est triste et il a un appauvrissement de la pensée. Par contre, si ton patient dépressif, il n'a pas d'énergie, mais il a une excitation de la pensée, là déjà, il y a un problème, parce qu'il n'est pas censé avoir une excitation de la pensée. Donc, s'il y a l'une des trois composantes qui est up, en excitation, tu n'es plus en dépression, tu es en état mixte. Et moi, je me rappelle d'un patient comme ça, qui avait, je sais pas, 45 ans, il était gardien de prison. Il vient nous voir pour un fond de dépression qui passe pas. Il n'est plus vraiment dépressif, mais il a un arrière-fond dépressif qui passe pas malgré les antidépresseurs et un fond d'anxiété. Et je lui demande comment il gère sa vie. Il gère sa vie en tant que gardien de prison. Et comme il s'ennuie pendant la nuit, il a fait 3 doctorats. Et moi, ça m'a beaucoup étonné qu'un patient qui a été en dépression pendant des années et qui maintenant est dans un résidu dépressif ait eu la capacité cognitive de travailler 3 doctorats. Et il me dit, mais en fait, j'ai pas fait des doctorats parce que ça m'intéressait, j'ai fait des doctorats parce que c'est la seule chose qui canalise mon cerveau, parce que ça turbine non-stop. Et ça, c'est pas cohérent avec un patient dépressif. Donc cette agitation du cerveau, c'est un symptôme d'hypomanie, et donc forcément, c'est pas du tout compatible avec un diagnostic autre que trouble bipolaire. Et il n'y avait aucun traitement. Et il avait des traitements antidépresseurs. Il avait des traitements antidépresseurs. Donc c'est pour ça qu'il faut faire super attention à nos 5 formes qui sont là. Il faut faire attention à ces 3 composantes. Humeur, triste, neutre ou excité. Batterie, j'ai des batteries normales, j'ai pas du tout de batterie ou j'ai des batteries qui explosent. Et la pensée, mes pensées sont normales. Il y a un appauvrissement de la pensée où mes pensées fusent et je ne les contrôle plus. Il faut qu'on investigue les 3, sinon on rate un état mixte, donc un trouble bipolaire. Okay. Le petit dernier, il y en a un petit dernier, c'est que je n'ai pas pu le dessiner. Le petit dernier qui est, dont on n'entend jamais parler mais qu'il faut garder sous le coude aussi, c'est le trouble bipolaire de type 6. Alors, il y en a 25 000 des troubles bipolaires. Le trouble bipolaire de type 6, c'est quelqu'un qui n'a aucun trouble bipolaire. Il n'a pas de manie, il n'a pas d'état mixte, il n'y a rien. Et ce patient n'est pas du tout bipolaire. Mais il y a de la bipolarité dans sa famille et il résiste aux antidépresseurs. Ça veut dire que son cerveau n'est pas capable de créer un trouble bipolaire, mais son cerveau a quand même génétiquement quelque chose qui le rend intolérant aux antidépresseurs. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce patient, quand tu lui donnes des traitements pour les bipolaires, subitement sa dépression s'arrête. Donc il n'est pas bipolaire dans sa manifestation, mais il a une génétique bipolaire. Et ça, il faut faire attention, c'est chez certains patients, quand il y a une famille avec des troubles bipolaires. Tout ça, ce sont les classifications d'Akiscal, qui est un psychiatre américain qui est à Chicago, je crois. Et toute cette classification a été massivement, finalement, diffusée, que ce soit dans le DSM ou que ce soit dans la CIMDIS, qui est la classification de l'OMS. Mais comme tu vois, il y a encore des gens qui ne font pas vraiment attention à ça. Et ça, malheureusement, ça c'est... alors du coup, même les gens vont dire, peu importe les pathologies, ça arrive comme assez souvent que déjà, soit en fait, on va diagnostiquer à tort telle ou telle pathologie, en pensant que oui, ça c'est un trouble bipolaire, mais comme ça peut être aussi un autre trouble. Ou alors sinon c'est oui, en fait on confond entre les différents diagnostics. Juste du coup que je comprenne bien, alors donc par rapport à certains types donc, de troubles bipolaires, tu vas avoir donc des éléments déclencheurs, en tout cas de la prise de médicaments ou en tout cas de substances bipolaire type 3, voilà, donc va être déclencheur d'un état type hypomanie ou manie en tout cas. Exactement. Est-ce qu'il peut y avoir aussi du coup en gros, est-ce qu'il peut y avoir, la prise d'un médicament ou encore une fois d'une substance qui peut être déclencheur mais d'un état dépressif? Non, je pense pas. Enfin, c'est pas quelque chose que j'ai vu. J'ai déjà vu des patients qui flambaient sous corticoïdes. C'est qu'en fait, ils prennent des corticoïdes et ils passent naturellement en mixte. Okay. Et pas forcément tout de suite, ça peut être tout de suite ou ça peut être un peu en décalé. Et ça, c'est toujours intéressant, quelqu'un qui passe subitement en mixte. Il y a un très bon truc pour diagnostiquer un hyperthymique, c'est les patients qui font des malaises quand ils prennent c'est le médicament là, c'est un Doliprane qui est sur ordonnance, la codéine. C'est les médicaments qui contiennent de la codéine. Si la personne commence à avoir des malaises et tombe, c'est un super indicateur que ce sont des bipolaires type 4. Parce que c'est toujours eux qui font ça.
Ça, j'ai quelque chose que j'ai souvent remarqué. Je suis pas sûr qu'il y ait des études qui aient été publiées, mais je l'ai suffisamment vu pour. Ouais, c'est ça. Du coup, ne pas non plus encourager les Non, gens non, à non, ah non, non, mais pas le donner la test, mais bon, colline. généralement après ça tombe et puis il tombe Ouais. directement quoi. Quelque chose d'autre qui est super important, c'est que le trouble bipolaire, sauf si c'est un type 1 ou un type 2, qui sont quand même assez Mm. visibles, le trouble bipolaire, tu vois rarement quelqu'un qui vient te voir en disant bonjour, je viens pour un trouble bipolaire. Ils viennent majoritairement pour des dépressions. Ou alors ils viennent pour d'autres pathologies. Alcoolisme, ils viennent pour des TOC, ils viennent pour de la phobie sociale, ils viennent pour des attaques de panique, ils viennent pour de la boulimie, ils viennent pour des automutilations. C'est qu'en fait, le trouble bipolaire, il est rarement seul. Il y a quelque chose dans le cerveau, au niveau, je pense, des neurotransmetteurs, c'est que quand tu as un neurotransmetteur qui tombe, il entraîne d'autres neurotransmetteurs en effet domino. Et ces gens-là viennent toujours, souvent, pour une autre pathologie. Ouais, Donc, des bipolaires purs, il n'y en a pas des masses, à part les troubles bipolaires de type 1. Et généralement, quand tu vois des gens qui viennent pour un trouble anxieux, tu as un gros pourcentage de chances qu'il y ait un trouble bipolaire derrière qui a été mal vu. Surtout d'accord. quand tu as des troubles anxieux qui résistent aux antidépresseurs. Quelqu'un qui est dépressif, qui a une dépression qui passe pas malgré les antidépresseurs, ou qui a fait 3 ou 4 dépressions, ou qui en est à son 3e ou 4e antidépresseur et ça passe pas, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a des petites hypomanies. Et un trouble alimentaire, très souvent, il y a un trouble bipolaire. Les toxicomanies, avant que tu arrives, je regardais, la toxicomanie, on est à 60% des patients toxicomanes qui ont un trouble bipolaire non diagnostiqué. Maintenant, j'aimerais juste parler d'un truc, d'une étude qui est super intéressante. C'est une étude qui a été menée par mon collègue il y a quelques années déjà, où il y avait 2396 patients. Donc, les Français, on ne sait pas faire des grosses études comme ça. Les études avec 2000 patients, c'est souvent américain. Mais là, on a réussi en France à avoir une étude à 2396 patients, dans laquelle il y avait 623 médecins. Gros truc. On avait des médecins généralistes, on avait des médecins psychiatres. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé de faire passer un questionnaire qui repérait les hypomanies, c'est-à-dire le petit pic qui n'est pas assez fort pour être délirant. Ce petit pic, il était investigué par un questionnaire en salle d'attente. On l'a donné aux patients qui résistaient aux antidépresseurs, donc les patients ayant une dépression résistante, ou aux patients qui ont des dépressions récurrentes, qui n'arrêtent pas d'en faire malgré les médicaments. Alors quand je me rappelle jamais, les patients qui se pointaient chez le médecin pour dépression récurrente, à ton avis, combien de bipolaires? Sur 100 patients qui se présentent, combien étaient bipolaires mal diagnostiqués? Et qu'on a donc repêché grâce à un petit questionnaire en salle d'attente. Comme ça, là, je dirais peut-être 62%. 62,4% Bingo. des patients bipolaires passent entre les mailles du filet d'un médecin généraliste. Mais à la limite, c'est pas grave parce qu'un médecin généraliste, c'est pas son boulot. Par contre, ce qui est plus grave, et désolé s'il y a des psychiatres qui nous écoutent, mais 62,5% des patients présentant une dépression récurrente passent entre les mailles du filet au niveau du diagnostic du trouble bipolaire. Il y a 62,5% de patients bipolaires qui ne sont pas vus, qui n'ont pas été investigués. Et 54,4% des patients ayant une dépression résistante aux antidépresseurs qui sont des bipolaires, qui sont aussi passés entre les mailles du filet des médecins psychiatres. D'où l'intérêt des questionnaires qui sont super bien foutus et qui statistiquement sont tellement bien construits que c'est très difficile d'être considéré bipolaire quand on ne l'est pas. Bonsoir, une personne qui fait un virage maniaque sous antidépresseur est-elle considérée comme bipolaire de... Bah oui, c'est le bipolaire de type 3 dont on parlait tout à l'heure. Alors, je reviens. Le schéma. Le schéma. Le trouble bipolaire de type 3, Mélanie, c'est quelqu'un qui fait des dépressions à répétition et qui va faire un virage maniaque ou hypomaniaque sous antidépresseur. C'est le trouble bipolaire de type 3. Après, c'est sûr que quelqu'un qui a un trouble bipolaire de type 1, c'est pas conseillé de lui donner des antidépresseurs parce que là, c'est pas une hypomanie qu'il va faire, c'est une vraie phase maniaque délirante. Après, de manière générale, tous les bipolaires, ils aiment pas trop les antidépresseurs. Généralement, ça les fait monter et ça les rend beaucoup plus impulsifs. Donc le trouble bipolaire de type 3, il fait ses hypomanies uniquement sous antidépresseurs, alcool et drogue, mais tous les bipolaires, de manière générale, peuvent faire un virage maniaque ou hypomaniaque sous antidépresseurs. Alors, du coup, combien de temps faudrait-il pour diagnostiquer comme il le faudrait un trouble bipolaire? Un bipolaire, aujourd'hui, il a plus de 10 ans d'attente avant d'avoir son diagnostic. Et 10 ans, c'est long en dépression, c'est long en tentative de suicide, c'est long en hospitalisation, c'est long en aggravation sous traitement. Après, moi, je ne suis pas psychiatre, je ne donne pas de médicaments, mais tout ça, on le sait à l'université et c'est marqué dans les manuels. Donc, je ne me positionne pas en tant que quelqu'un qui donne des médicaments, je me positionne en tant que quelqu'un qui, dans l'apprentissage du diagnostic, tu as tous les manuels de référence par rapport à ça. Ouais. Donc en gros, d'où l'importance en fait du premier rendez-vous où il faut revenir sur le parcours, le développement donc, du patient
Comme ça, après, le patient, donc, lui, fait état déjà de son passé, en disant donc par quoi il est passé jusqu'au jour où donc, il consulte auprès d'un médecin, encore une fois, du coup, psychiatre. De toute façon, là, les praticiens qui vont être amenés Ouais. à pouvoir, alors, pas forcément poser de diagnostic, mais en tout cas, à comprendre qu'il s'agirait donc d'un trouble bipolaire. De toute façon, tu vas avoir un psy et puis médecin psychiatre. Mais sinon, si c'est en gros, en fait, imaginons qu'il arrive comme ça, il a aucune idée en gros de ce qui lui est arrivé. Il va falloir donc compter au moins plusieurs mois, si ce n'est des années, avant que le vrai diagnostic soit posé. Après, moi, mon collègue, il est malin par rapport à ça. C'est que comme les traitements, ça peut entraîner des virages maniaques et ça peut aussi Mhm. augmenter le risque suicidaire, il part du principe que tout le monde est bipolaire jusqu'à preuve du contraire. Et ça, c'est malin. Parce qu'il vaut mieux partir du principe que quelqu'un est bipolaire, aller chercher les symptômes, ne pas les trouver et en déduire qu'il n'est pas bipolaire, plutôt que partir du principe que personne n'est bipolaire jusqu'à preuve du Ça, contraire. c'est. Parce que cette idée que personne n'est bipolaire jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qui fait qu'on a 62% des bipolaires qui ne sont pas considérés comme bipolaires. Parce que tant que le symptôme il n'est pas caricatural, ben en fait on fait quoi? On attend que le patient dise ah au fait j'ai aussi des éléments d'hypomanie. Mais le patient il ne sait pas que c'est d'hypomanie. Donc si le médecin il attend que le patient dise spontanément j'ai des Mhm. hypomanies, ça ne marche pas. C'est au médecin et au thérapeute, au psychologue d'aller poser la D'aller question. investiguer. Au fait, Ouais. je vais vous poser une liste de questions. D'office, tu poses la question. C'est Mhm. comme les apnées du sommeil, la thyroïde et compagnie. Il faut poser d'office la question. Quand tu vois le nombre de patients qui sont sous antidépresseurs depuis 10 ans alors que c'est un problème de thyroïde, évidemment, tu poses la question de manière systématique. Systématique, c'est toi avec les enfants, on en a souvent discuté. Je t'envoie du monde, tu m'envoies du monde. Il y a toujours cette question chez l'enfant qui a un TDAH d'aller vérifier s'il n'y a pas un trouble bipolaire. Parce que la bipolarité, elle n'arrive pas à 18 ans. C'est le sketch de Coluche sur les dates de péremption. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de Coluche, mais il avait ce sketch qui était très drôle où en fait la boîte de conserve, elle va bien jusqu'à la veille, et puis à minuit 01, boum, tu l'ouvres, elle est pourrie, il y a des champignons et tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne un trouble bipolaire. Une génétique bipolaire qui explose à 18 ans, il y a forcément un fonctionnement bipolaire qui est là bien avant. Donc sur un trouble bipolaire de type 1, tu verras pas grand-chose, mais par exemple sur une cyclothymie, tu auras plein d'indices, au moins depuis l'âge de 5 ou 6 ans, C'est pour si ça ce n'est d'ailleurs encore. qu'on Et la parle de cyclothymie, bipolarité juvénile. surtout pour la cyclothymie. Ouais. Et ça, les auteurs du DSM, ils sont très clairs, c'est marqué en toutes lettres, un trouble bipolaire ne commence pas à 18 ans. Tu as des symptômes beaucoup plus silencieux. Alors parfois, il y a des enfants, c'est des symptômes très bruyants, où tu auras plein de troubles du comportement, des automutilations, et il faut aller un peu se pencher sur si c'est en effet pas une bipolarité juvénile. Il y a toujours ce problème avec le TDAH. Hein. Un TDAH, il n'est pas censé flamber sous Ritaline. Il est Non. censé être apaisé sous Ritaline. Un enfant TDAH qui devient encore plus impulsif sous Ritaline ou sous antidépresseur, c'est une magnifique preuve qu'on est sur un trouble bipolaire juvénile. Après, parfois, on ne peut pas le savoir parce que c'est vrai que les deux profils sont tellement proches en termes d'hyperactivité et de tout ce que tu veux que parfois c'est Il difficile. faut du temps, il faut toujours du temps avant de poser le bon diagnostic. Tout bien pour toi, ta maladie senior. C'était pour rebondir sur. Parce que quand Dans quelqu'un le- se présente avec une dépression, je pense oui, il faut faire très attention à ça. À nouveau, pareil, j'ai aussi des patients qui viennent, on va travailler sur les traumas infantiles, on va travailler sur les schémas, les carences. Mais à nouveau, ton patient, tant que tu n'as pas la certitude qu'il n'est pas bipolaire, peut-être que tu tapes complètement à côté. Et je vois des patients en ce moment qui sont venus pour travailler sur des carences affectives, des angoisses d'abandon, sous traitement thymorégulateur, qui n'est pas censé du tout aider sur le trauma. L'angoisse d'abandon, elle disparaît totalement. Donc, ils font des phases de dépression dans lesquelles il y a des angoisses d'abandon qui apparaissent, mais qui sont dues à la dépression bipolaire, qui ne sont pas du tout dues. C'est pas chronique chez eux. Et c'est étonnant d'ailleurs que ce soit pas chronique. Donc, Alors, on peut se tromper aussi en tant que psychologue, en tant que thérapeute, dans le type de thérapie qu'on va faire. justement, type de thérapie. Donc, qu'est-ce qu'il existe comme solution pour accompagner donc un patient bipolaire? Alors, on a dans les hôpitaux ce qu'on appelle les groupes de psychoéducation. Les groupes de psychoéducation, c'est avec un ou deux thérapeutes, généralement deux, et on va Ok. mettre 8 à 10 patients ensemble, stabilisés vaut mieux, et on va leur apprendre à repérer la prochaine fois qu'ils vont tomber malades. Le but, c'est quoi? C'est que si le patient il repère les symptômes de manie, bah, au lieu d'être complètement délirant, il les repère dans les premiers jours. Ça veut dire que tous les jours ou toutes les semaines, le matin, il se lève et il commence à regarder s'il a des micro-symptômes qui apparaissent. Il a envie de dépenser de l'argent, le cerveau tourne plus vite, il commence à faire plus de blagues, il commence à moins dormir, il commence à être plus impatient. Le but, c'est quoi? C'est très très vite aller voir le médecin pour augmenter le traitement. L'accent est. Pardon. Ou voir les premiers symptômes de descente dépressive. Ça, c'est dans la Justement, c'est ça. psychoéducation, repérer les symptômes annonciateurs
parce que généralement ils ne les connaissent pas. Petit 2, attends je termine, l'hygiène de vie, pas d'alcool, pas de drogue et surtout une magnifique observance du médicament. La majorité des bipolaires, s'ils rechutent, c'est parce qu'ils ont arrêté leur médicament. Souvent, et on les comprend parce qu'ils prennent du poids. Oui. Mais si on arrête le médicament, ça ne peut pas aller. Ouais. Et le troisième, c'est souvent aussi les protocoles de pleine conscience, de méditation, pour pouvoir, quand ils descendent en dépression, faire de la méditation pour empêcher la dépression de descendre encore plus bas. Parce que quand tu médites, tu ne rentres pas dans la pensée dépressive, donc tu ne l'aggraves pas. Voilà, j'ai répondu à tes questions sur... Alors du coup, on est bien d'accord que ouais, de toute façon, arrêter le médicament sans forcément informer le médecin, c'est pas bon. Arrêter le médicament sans que du coup le médecin l'ait conseillé, ce n'est pas bon. Est-ce que l'accent est mis davantage sur les phases de manie ou les phases dépressives? Tous les deux. Les deux, ouais, tu c'est fais ça. les deux. Ok, Tu dois absolument travailler les deux. d'accord. Christelle, est-ce qu'une personne dépressive qui a déjà fait des tentatives de suicide, on lui fait obligatoirement les tests pour savoir si elle est bipolaire? Ben, si on est logique, on devrait absolument lui faire. Parce que n'importe qui peut faire une tentative de suicide, mais les patients bipolaires, comme les schizophrènes, comme les gens qui ont subi des agressions sexuelles, comme les borderline, ils ont une très haute statistique de tentatives de suicide. Donc on devrait normalement investiguer si c'est pas un trouble bipolaire. Et quand tu vois les études entre bipolarité, automutilation, ou bipolarité et trouble borderline, c'est tellement intriqué, c'est tellement souvent intriqué que ce serait dommage de ne pas faire le test. Et surtout à t'entendre, en fait, dans la plupart des cas, on passe vraiment à côté d'un trouble bipolaire. Mais parce que moi, comme je travaille dans les troubles bipolaires, on récupère tous les patients qui ont été mal soignés à l'extérieur. Donc j'ai déjà ce qu'on appelle un biais de recrutement. Une copine, Marianne par exemple, qui travaille dans le trauma, elle verra tellement de patients traumatisés qui font des tentatives de suicide qu'elle dira que la tentative de suicide, c'est souvent la suite logique d'un trauma. Et elle a raison. Quelqu'un qui travaille peut-être dans le TDAH, je crois qu'à l'adolescence, ils ont un très haut niveau de tentative de suicide aussi, je crois, de mémoire. Donc, à partir du moment où tu travailles avec une patientèle, forcément, tu vas partir du principe que c'est ça et Oui, c'est rien bien d'autre. sûr. Mais si on essaie d'être vraiment scientifique, les études montrent que les bipolaires se suicident beaucoup et que les patients qui se suicident sont très souvent bipolaires. Ça n'est pas la seule voie d'entrée, mais c'est l'une des voies d'entrée les plus classiques. Du coup, donc, psychoéducation. Ouais. Ça, c'est première solution qui existe en niveau accompagnement. Observance du traitement, Ok, limitation de l'alcool, des drogues, oui. surveillance des antidépresseurs, parce qu'on va parfois, s'il y a des médicaments à côté, mettre des antidépresseurs, mais il faut être super attentif à ce que le patient ne fasse pas un virage. Les antidépresseurs, est-ce que, alors du coup peut-être que ça dépend en fait du traitement en lui-même, mais est-ce qu'on n'observe pas généralement en fait l'effet inverse lorsqu'on prend les antidépresseurs, où en gros en fait telle personne va prendre des antidépresseurs dans les premières semaines, finalement en fait ça va le rendre encore plus dépressif avant que du coup ça puisse agir. Alors ça, c'est une question qu'il faudrait vraiment poser à un psychiatre, parce que comme à nouveau je suis psychologue et j'ai pas cette formation en pharmacologie, en plus je suis pas autorisé à prescrire. Donc moi je peux te répondre simplement sur ce que je vois ou ce que vraiment est dans les livres de référence. Quand quelqu'un est déprimé, tu lui donnes des antidépresseurs et il continue à descendre, il y a deux possibilités. Soit l'antidépresseur n'a pas encore commencé à faire effet, et c'est normal que la personne continue à descendre, soit la personne elle est en train de passer en mixte, c'est-à-dire que tu vois le côté dépressif, Ouais. mais il y a un bouillonnement intérieur qui commence à arriver parce que l'antidépresseur est en train de la faire passer en mixte. Et ça révèle un trouble bipolaire. Et ça, l'agitation sous antidépresseur ou le bouillonnement, le côté lion en cage sous antidépresseur, c'est mauvais plan, parce que c'est pas censé être le but d'un antidépresseur. Non. Est-ce qu'il existe d'autres prises en charge adaptées pour les patients bipolaires? En tout cas, c'est celle qui s'est le plus démocratisée depuis maintenant une trentaine d'années, avec des psychiatres comme Lam, je crois qu'il est en Angleterre, je crois qu'il fait partie des premiers à avoir mis en place un très beau protocole des troubles bipolaires. Là, on parle de bipolaires de type 1, 2 et 3. Quand tu travailles avec les cyclotimiques, comme on l'a vu, sont super instables, et les cyclotimiques vont avoir plein de problèmes que n'ont pas les autres bipolaires. C'est-à-dire qu'ils vont avoir beaucoup plus de problèmes qui vont les rapprocher des borderlines, c'est-à-dire d'angoisse d'abandon, d'impulsivité, le côté caractériel, conflictuel. Et c'est là où ça va être intéressant de rajouter en plus de la restructuration cognitive, c'est qu'ils travaillent à analyser la véracité de leurs pensées, qu'ils arrivent à faire des techniques de gestion émotionnelle pour calmer l'impulsivité, qu'on travaille sur l'angoisse d'abandon, qu'on travaille sur l'affirmation de soi pour mieux gérer les conflits, que tu ne feras pas avec les autres bipolaires, parce que c'est vraiment très haut et bas chez les autres bipolaires, c'est très chimique. Quand ils ont le médicament, ils vont bien. Mais les cyclotimiques, ils sont tellement instables que de manière générale, en fait, je fais une erreur en disant ça. C'est que le bipolaire de type 1, de type 2, de type 3
Jusqu'à quasiment 20 ans, il n'aura pas de symptômes. Donc il a une estime de soi qui s'installe, il a des habilités, des techniques qui s'installent. Le cyclotimique, souvent depuis l'enfance, 7-8 ans, il est instable. Donc l'ego n'est pas stable, l'estime de soi n'est pas stable, il n'y a rien qui est stable. Donc quand tu stabilises sous médicaments, tu as toute une thérapie à refaire depuis 10, 15 ou 20 ans d'habilités qui n'ont pas pu se construire parce qu'ils étaient déjà instables. Donc le trouble cyclotimique étant plus précoce dans la vie du patient, il y a forcément plus de travail à faire en thérapie, principalement sur l'estime de soi et l'angoisse d'abandon. Quand tu fais ta première dépression à 8 ans, forcément ton cerveau n'est pas aussi structuré que quand tu fais ta première dépression à 20 ans. À 20 ans, tu n'auras pas forcément d'angoisse d'abandon. À 8 ans, souvent un peu plus. Alors du coup avec tout ça bon, si entourage il y a, qu'est-ce que l'entourage peut faire pour aider au mieux donc un patient bipolaire? Alors, deux réponses. L'entourage, il aide le patient dans la psychoéducation qu'il apprendra à l'hôpital, c'est-à-dire que la famille va aussi être chargée, tous les X jours, de regarder si le patient commence à avoir des micro-symptômes de manie ou des micro-symptômes de dépression. Et chacun fait une prise de note. Si l'entourage commence à percevoir des choses comme un début de manie, bah, il le dit au patient, puis il faut appeler le psychiatre ou le faire hospitaliser. Tenir au courant, ouais. La deuxième chose que peut faire la famille, c'est que généralement les troubles bipolaires étant génétiques, il y a forcément, généralement, d'autres bipolaires dans la famille. C'est que les parents sont censés l'être, les grands-parents ou les oncles et tantes. Donc c'est bien aussi que tout ce petit monde se prenne en charge pour que la bipolarité des uns n'impacte pas la bipolarité des autres. C'est-à-dire que quand il y a un trouble bipolaire, tu augmentes, alors c'est pas obligatoire, mais tu augmentes quand même un peu plus la possibilité d'avoir des enfants bipolaires. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un œil sur ce que l'enfant va devenir dans quelques années. Tu vois, donc ce rôle, il est double. C'est aussi un rôle de prévention de ce qui peut arriver plus tard. Ouais, après dans les faits, j'espère que du coup les médecins prennent le temps de consulter toute la famille pour justement recueillir un maximum d'informations quant au quotidien du patient et puis bah, du coup le quotidien de la famille. Normalement, l'arbre généalogique, quand un patient vient pour une dépression, lui demander s'il y a des troubles bipolaires dans la famille, c'est un très bon indicateur que tu es peut-être devant un patient bipolaire. Tout en sachant que du coup malheureusement c'est encore très peu diagnostiqué. Ouais, à nouveau, parce que en effet, le DSM ne contient que 4 formes sur les 5 ou les 6 qu'on a vus. Parce que l'état mixte, les 3 composantes de l'état mixte est mal compris. Et parce que l'hypomanie est très mal investiguée. Ouais. C'est qu'ils investiguent les manies et pas l'hypomanie. Et là où c'est encore plus vicieux, c'est que le trouble cyclotimique, si on suit scrupuleusement ce que dit le DSM, il faut des micro-dépressions, mais jamais de vraies dépressions. Et les hypomanies doivent excéder un certain nombre de jours. Sauf que dans la réalité, les patients cyclotimiques, ils font des mini-dépressions et des vraies dépressions. Ils font une vraie dépression, ils ne sont pas cyclotimiques. Mais c'est débile parce qu'ils font des vraies dépressions. Et ils ont des hypomanies qui sont beaucoup plus courtes que ce que dit le DSM. Si tu respectes scrupuleusement le DSM, c'est des cyclotimiques que tu vois jamais. Le trouble bipolaire de type 2, le trouble bipolaire de type 3, ils n'ont pas la durée d'hypomanie qui est dans le DSM. Donc à nouveau, à partir du moment où il y a une hypomanie, même si elle dure, désolé, 3 heures, c'est une hypomanie. C'est pas normal que ton cerveau parte en vrille comme ça, que ce soit 3 heures ou 3 jours. Donc si on respecte scrupuleusement les critères des manuels, bah ça rentre pas, c'est pas ce qu'on voit dans la réalité. Christelle demandait si la bipolarité peut-elle passer inaperçue. Bah en fait, c'est ce qu'on dit, Christelle, depuis le début. Donc, quand tu auras le temps, rembobine pour aller voir tout ce qu'on a dit. L'intérêt de ce NeuroLive, c'est pas de parler des troubles bipolaires, c'est vraiment parler de à quel point le trouble bipolaire est mal investigué et en quoi, du coup, il est dangereux. C'est ça. Mais on le voit maintenant avec les associations de patients et les blogs. Il y a de plus en plus de patients qui sont mieux informés que les médecins et qui arrivent chez le médecin en disant écoutez, j'ai vu des trucs, j'ai rempli des questionnaires, je pense être bipolaire. Et c'est toujours marrant de voir comme ça, un patient qui dit j'ai vu 3 médecins qui m'ont dit bah non, c'est faux. Soit les troubles bipolaires n'existent pas, alors je sais pas comment on peut dire qu'un trouble bipolaire n'existe pas, ou alors on est désolé, ce que vous avez lu c'est pas vrai. Bah si, quand même, les questionnaires ils sont suffisamment bien foutus. Donc oui, Christelle, ça passe malheureusement très 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 souvent inaperçu. Tu veux relire les statistiques pour Christelle? Alors 62,4% des patients ayant une dépression résistante ou récurrente sont des bipolaires mal diagnostiqués. C'est énorme. Test génétique, j'en sais rien. Il y a des études sur la génétique, mais on ne fait pas un test génétique pour savoir que quelqu'un est bipolaire. Déjà parce que c'est une usine à gaz, c'est très cher et c'est beaucoup plus simple de faire passer les questionnaires. Et il faut aussi accepter de prendre le temps parfois avant que le diagnostic soit posé, le vrai diagnostic soit posé.
Parce que quand bien même, du coup, ça peut passer inaperçu, c'est pas pour autant qu'il y a forcément derrière un trouble bipolaire. Tout à Faut fait. pas non plus surdiagnostiquer derrière en se disant, bon, c'est sûr que du coup, c'est un trouble bipolaire. Faut aussi prendre le temps d'être sûr qu'on soit dans le bon diagnostic pour après, derrière, apporter les solutions adaptées. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore un tout petit peu de temps devant nous. Ouais, on a 10 minutes devant nous. 12 minutes très exactement. 12 minutes. Nous ne dépassons pas 21 heures. Donc là, c'était extrêmement intéressant. Par exemple, pour moi qui, en tant que neuropsychologue, je ne suis pas amené à recevoir des patients forcément avec un profil type bipolaire. Là, le fait d'avoir toutes ces informations-là ce soir, c'était extrêmement intéressant. Et au moins, comme ça, on est davantage sensibilisé et on peut nous-mêmes, en tant que praticiens, réorienter vers le professionnel compétent. Qui consultait pour un enfant? Alors Sarah, il faut aller sur Bicycle, comme le vélo, Bicycle, qui est une association de parents d'enfants bipolaires. Ils ont un site internet. Ils sont là depuis quelques années maintenant, je crois que ça fait plus de 5 ans, peut-être même encore plus que 5 ans, qui a été fondé donc par des parents d'enfants bipolaires qui font un très très gros travail de médiatisation, de relais, d'information pour que les parents aient les outils diagnostiques et les conseils pratiques pour pouvoir gérer leur enfant bipolaire. Après, est-ce que Bicycle transmet des adresses? Je sais pas. Puis moi, je vais pas transmettre des adresses ici parce que sinon ça fait de la pub et c'est pas le but du Neurolive. Mais il faut aller sur le site internet de l'association Bicycle qui fait un très très bon travail pour ça. Et sinon, comme praticien, en espérant que du coup le praticien ait un minimum de connaissances sur les troubles Ah bipolaires. bah ça, c'est Bicycle à la limite qui conseillera. Hein. Ouais. Est-ce que Bicycle a sa liste? Je pense que c'est plus Bicycle- la profession en fait à aller consulter. Si c'est un enfant, va plutôt vers psychiatre et pédopsychiatre. Après, est-ce qu'un pédiatre... Après, tu sais, à nouveau, c'est étrange, c'est qu'il y a des pédiatres qui se sont formés aux troubles bipolaires. Tu as des psychiatres qui ne sont pas pédopsychiatres qui sont au courant, et tu as des pédopsychiatres qui ne sont pas au courant. Donc après, c'est qui a envie de faire une formation et qui n'a pas envie. Mais est-ce qu'il y a une profession qui sera plus au courant que d'autres? Moi, j'ai été étonné un jour de recevoir un petit jeune comme ça qui avait, je sais pas, 16-17 ans. Il était envoyé par la policière, il avait frappé sa mère, elle avait porté plainte. Et la policière, qui était une patiente du cabinet, l'a reçu. Et quand elle lui posait des questions, ce qu'elle voyait chez lui, ça lui a fait penser au même trouble bipolaire qu'elle, mais avec quelques années. Et elle nous l'a envoyé. C'était une vraie entrée en bipolarité. Bah oui, parce qu'il aurait pu avoir un casier judiciaire et tout. Donc ça arrive ça aussi.